Je pense que la guerre russo-ukrainienne a clairement démontré que les armes ultra haute technologie ne sont pas toujours les plus pertinentes sur le champ de bataille. Il est plus important d'avoir des caractéristiques adaptées à un théâtre d'opération donné. Dans le cas d'une confrontation entre deux armées modernes, l'armement doit être produit en masse, facilement évolutif, simple à utiliser, avoir un potentiel de modernisation et surtout être peu coûteux pour sa catégorie. Regardez, voici le cuirassé Missouri. Chef-d'œuvre d'ingénierie du XXe siècle, un monstre de 270 mètres de long et 45 000 tonnes de déplacement. Ces canons pouvaient tirer un obus d'une tonne à 37 km. Mais l'époque de ces géants blindés est révolue. Les cuirassés lourds et peu maniables ont cédé leur place à de petits destroyers de type Orlyberg avec un déplacement d'environ 8000 tonnes seulement, mais capables d'accomplir simultanément tout un ensemble de missions. Intégrés au système Pro-Aegis, ils assurent la défense anti-missiles du pays et des groupes aéronavals, interceptant les missiles anti-navires avec les SM-6 et les cibles balistiques avec les SM-3. Le destroyer dispose de jusqu'à 8 missiles Harpoon et de 8 à 64 Tomahawk selon la configuration. 6 torpilles, Mark 46 de puissants moyens de défense antiaérienne rapprochés comme le Phalanx, Mark 15 des missiles Evolved 6 Paro-missiles et un canon universel Mark 45 de 127 mm. Sur la plateforme hélicoptère du destroyer est stationné un MH-66 Hawk, chargé de la détection des sous-marins à l'aide de bouées hydroacoustiques. Le navire dispose de radars modernes et de systèmes de gestion du combat, faisant de l'Harley-Burke l'un des navires de guerre les plus avancés aujourd'hui. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai entendu cela. Au fait, je pense qu'il faut réfléchir au cuirassé. Nous avons un ministre de la Marine. Il est venu me voir parce que je pensais regarder l'Iowa Quay en Californie. Je regarde différents navires sur de vieilles photos quand tu regardes leurs canons. Nous envisageons vraiment le concept de cuirassé. Un blindage en acier de 6 pouces, pas en aluminium, qui fond si un missile arrive. L'aluminium commence à fondre quand le missile est encore à 2 miles. On ne construit plus de tels navires, mais je les regarde et le ministre a aimé ça. Et ce n'est pas juste un autre lapsus du vieux Donald. Non, lors d'un briefing d'urgence devant des centaines de commandants à la base des Marines en Virginie, Trump a exposé les priorités du développement des forces armées. Il a parlé des sous-marins, de la modernisation de l'arsenal nucléaire, de l'accélération du développement des chasseurs de 6e génération F-47 et il a clairement déclaré que le ministère de la Défense, le ministère de la Guerre, envisage de ramener le concept du cuirassé. Et bien sûr, cela prête à confusion, je vais expliquer pourquoi. L'organisation de recherche Research and Development tire la sonnette d'alarme dans ses rapports depuis plusieurs années déjà. Et elle souligne que l'armée américaine est à la traîne par rapport à ses principaux concurrents dans l'intégration de systèmes sans pilote de différentes catégories. Il affirme que c'est une grave lacune dans la défense des États-Unis qu'on pourrait corriger en s'inspirant de l'Ukraine. Mais il ne s'agit pas seulement des drones, j'en parlerai un peu plus tard. C'est juste pour que vous compreniez à quel point les analyses de l'organisation mentionnées ci-dessus sont importantes. Research and Development n'est pas simplement un centre d'analyse, c'est une véritable fabrique de cerveau. Fondée après la Seconde Guerre mondiale pour l'États-Unis Air Force, Research and Development est vite devenu un laboratoire d'idées, élaborant les concepts de dissuasion nucléaire, les scénarios de la guerre froide et des théories ayant influencé la trajectoire des États-Unis pour des décennies. De grands esprits tels que John von Neumann, mathématicien et pionnier de l'informatique moderne, Alan Newell et le Nobel Herbert Simon ont travaillé ici. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les pionniers de l'intelligence artificielle. Samuel Cowan, créateur de la bombe à neutrons. À la Research and Development travaillaient Henry Kissinger, Andrew Marshall, surnommé le Yoda du Pentagone, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, ainsi qu'une dizaine d'autres prix Nobel, diplomates, politiques et scientifiques. Après la défaite des États-Unis au Vietnam, la société Research and Development a élaboré pour le Pentagone un nouveau concept stratégique nommé Airland Battle, la bataille aéroterrestre. À la fin des années 1970, elle a été approuvée par le président Jimmy Carter et de grands programmes de réarmement ont été lancés sous cette doctrine. Les chasseurs F-15 et F-16, les avions de détection radar à longue portée, les avions d'attaque ADIX, les hélicoptères Apache, les chars Abrams, les véhicules de combat d'infanterie Bradley, les lance-roquettes multiples High Mobility Artillery Rocket System, les systèmes de défense anti-aérienne Patriot, tous ces systèmes étaient considérés comme faisant partie d'une doctrine unifiée, où la guerre devait être menée de manière hautement technologique, rapide et en s'appuyant sur la précision et la coordination totale de toutes les branches des forces armées.
En pratique, cela signifiait un renforcement radical des capacités de renseignement, des frappes de haute précision contre les centres de commandement, les stations radars et les nœuds de communication. La domination aérienne totale permettait aux forces terrestres d'agir avec une supériorité de feu absolue. L'armée américaine réorganisée selon la doctrine Rand a combattu en 1991 menant l'opération Tempête du désert et libérant le Koweït de l'occupation irakienne. Et en 2003, ce modèle de guerre s'est cristallisé dans l'écrasement éclair de l'Irak. À ce moment-là, les Américains ont réussi en 20 jours à écraser la plus puissante armée du Moyen-Orient, à s'emparer d'un État entier et à renverser le régime de Saddam Hussein. Cependant, depuis lors, la technologie a fait un grand bond en avant. Dans ses derniers rapports, Rand indique clairement « La doctrine doit être mise à jour en tenant compte des nouveaux défis, allant des systèmes robotisés et des moyens de guerre électroniques jusqu'aux appareils aériens et de surface sans pilote. » Citation du rapport. Les approches élaborées avant le début de la guerre mondiale contre le terrorisme, conçues pour faire face à des puissances régionales secondaires ou tertiaires, se sont révélées manifestement insuffisantes pour faire face à des menaces militaires plus importantes, technologiquement avancées et plus compétentes de la part de la Russie et de la Chine. Le département américain de la Défense tente rapidement de rattraper 2 décennies perdues et est contraint de prendre en compte des exigences opérationnelles et stratégiques totalement différentes, la dissuasion et, si nécessaire, la conduite de la guerre contre des adversaires égaux ou presque égaux. Pour l'instant, les États-Unis ne tentent pas de résoudre le problème signalé par les analystes de la Research and Development. Au lieu de cela, pour l'instant, il n'y a que cela. Je ne suis pas fan de certains des navires que vous construisez. Je suis quelqu'un de très attaché à l'esthétique. Je n'aime pas, d'un point de vue esthétique, les navires que vous construisez. Ils disent « c'est du furtif ». Ce sont des navires laids, ils ne sont pas nécessaires. La déclaration du président Trump m'a encore plus troublé que l'annonce du retour au cuirassé. Peut-être que le 47e président des États-Unis évoque les destroyers furtifs Zumwalt, un échec évident, mais c'est peu probable puisqu'ils ont été abandonnés il y a 7 ans. Actuellement, dans les chantiers navals américains, seuls 2 types de navires sont construits, hors porte-avions et sous-marins. Une petite frégate de lutte anti-sous-marine, 62 et 6 Harley Burke. Peut-être alors que M. Trump fait référence précisément aux nouveaux Burke, qui sont en cours de construction en tenant compte de l'utilisation des nouvelles technologies furtives. Si c'est le cas, c'est bien sûr une erreur, car les navires de cette classe sont la référence du destroyer moderne. C'est reconnu par les experts et par le principal adversaire des États-Unis dans le Pacifique. La base de la flotte de combat chinoise est le type 052D, équivalent conceptuel de l'Harley Burke. Extérieurement, ils se ressemblent aussi. Cela n'a rien d'étonnant, les Américains ont conçu un navire remarquable, répondant à tous les défis actuels. C'est pourquoi la Chine lance 3 navires de cette classe par an. La flotte chinoise en compte déjà 25, tandis que les États-Unis possèdent 62 Harley Burke. J'aimerais croire que Donald Trump finira par en voir la beauté, et qu'il y en aura encore plus. Mais avec les navires, ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que dans son discours devant des dizaines de généraux, l'essentiel n'a pas été dit. Il n'a pas été dit que les États-Unis doivent se préparer à une nouvelle forme de guerre, à des défis auxquels les cuirassés ne pourront probablement pas répondre. Et je ne parle pas des drones. Le même centre d'analyse Research and Development écrit « La Chine occupe 30 à 40% du marché mondial des semi-conducteurs obsolètes, ce qui rend très probable la présence de composants chinois dans tout équipement utilisant des semi-conducteurs. Qu'il s'agisse de systèmes de contrôle de machines, de pompes ou de circuits électriques d'éclairage. Le problème n'est pas que ces pièces puissent révéler certains éléments de sécurité opérationnelle, mais que les fournisseurs ne peuvent souvent pas trouver d'alternatives autres que les produits chinois disponibles. » Oui, nous évoquons souvent que les États-Unis freinent la livraison de processeurs avancés à la Chine et restreignent la vente de machines de lithographie. Mais nous oublions que la Chine contrôle la production de composants moins avancés, mais tout aussi importants. Microcontrôleurs, puces d'alimentation, cartes mémoire, diodes, transistors, capteurs, détecteurs, etc. Tout cela était fabriqué en Chine et ainsi de suite. C'est-à-dire que, bien sûr, sans avoir accès aux processeurs les plus avancés, la Chine reste tout de même en retard par rapport aux États-Unis dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle. Mais pour s'envoyer des missiles les uns sur les autres, les processeurs de 3 nanomètres ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas non plus nécessaires dans les drones dont on a déjà tant parlé. En juin, le président Trump a publié un décret libérant la domination américaine dans le domaine des drones, pour soutenir notre industrie des drones et armer nos combattants, ce à quoi nous aspirons tous.
Voici le mémorandum que nous signons aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une étape importante de la part du ministère américain. L'initiative est absolument juste, mais voilà le problème. Le mémorandum signé par Pete Hegseth ne contient rien de concret. Il n'y a pas de fonds alloués aux fabricants de microélectronique. Il n'y a pas de fonds alloués aux entreprises qui peuvent assembler des drones. Et pour l'instant, le résultat est le suivant. Trent Eminecker, responsable du programme Blue AA à la division des innovations de défense, s'est exprimé dans le magazine National Defense. Le ministère de la Défense doit fournir à l'industrie le financement nécessaire pour renforcer les chaînes d'approvisionnement des drones. À ce jour, le ministère n'a pratiquement injecté aucun fonds dans l'écosystème des véhicules aériens sans pilote. On peut dire qu'il s'agit de quelques centaines de millions. Au cours des 12 derniers mois, nous avons acheté moins de 4000 plateformes auprès du ministère de la Défense, alors qu'une seule entreprise ukrainienne peut produire 4000 drones par jour, ajoutent les rédacteurs du prestigieux magazine. Bien sûr, il est positif que le Pentagone réalise l'impact des drones sur la guerre moderne et la nécessité de rattraper l'adversaire dans ce domaine. Mais pour l'instant, la situation n'a pas encore évolué. Et si les propos de Pete Hegseth sur l'intention de dépasser la Chine dans la production de tels systèmes reflètent réellement la position de Washington, alors la simple levée des restrictions bureaucratiques ne suffira clairement pas. Une refonte majeure de la politique industrielle est indispensable. Les États-Unis en sont tout à fait capables. Une analyse détaillée, dont je mettrai le lien en description, montre qu'aux États-Unis, des entreprises et des capacités de production permettent de fabriquer chaque composant nécessaire aux drones. L'idée clé de cette étude apparaît dans la conclusion où le principal problème de l'initiative du Pentagone est souligné. Je cite, « L'administration de Franklin Roosevelt n'a pas développé le B-24. Elle a garanti à Ford que si Willow Run produisait un bombardier par heure, le gouvernement les achèterait tous, sans exception. Cette clarté est encore nécessaire aujourd'hui, mais elle manque actuellement. Actuellement, cela concerne uniquement les cuirassés et l'absence de place pour les représentants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres dans l'armée américaine. » Plus de mois de l'identité, plus de bureaux pour l'inclusivité et l'égalité, plus de garçons en robe de femme, plus d'agenda climatique, plus de division et plus d'idées farfelues sur le genre. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'en est fini de ces conneries. Oui, l'initiative est probablement juste. Mais alors que nous sommes à la veille d'une guerre mondiale, selon les experts du Centre d'analyse Research and Development, consacrer autant de temps à ce sujet devant des centaines de commandants américains n'est sans doute pas très pertinent. Je pense qu'il faut se concentrer sur des questions plus actuelles. Et là, vous allez me demander, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Peu importe si vous demandez ou non, je vais expliquer. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, mes vidéos sont doublées en anglais. Et même si seulement quelques dizaines de citoyens américains voient ce contenu, ce sera déjà bien. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué les objectifs et les plans non pacifiques de la Chine. Beaucoup doutaient que la Chine se prépare réellement à une intervention à Taïwan. Moi-même, je n'aimerais pas y croire. Mais trop de signaux indiquent que le monde est au seuil d'un conflit sérieux. Et surtout, si à Pékin ils élaborent vraiment un tel plan, le moment est actuellement le plus favorable pour le mettre en œuvre. C'est maintenant, alors que des drones inconnus survolent l'Europe et que les États-Unis n'ont pas encore compris que leur doctrine militaire est dépassée selon les analystes de RAND. C'est le moment même où la Chine peut tenter de se réunifier par la force avec Taïwan, puis mettre le monde devant le fait accompli. Désormais, ce n'est plus seulement une puissance mondiale, mais aussi un pays maîtrisant la production des technologies avancées. Taïwan, rappelons-le, est l'usine mondiale des processeurs high-tech. Et dans une telle situation, les actions irréfléchies de Washington et l'inaction criminelle de l'Europe deviennent en fait une invitation directe à la Chine d'utiliser la force contre l'île. Car dans la grande politique, toute faiblesse se transforme instantanément en victoire pour l'adversaire. Des soldats russes, en uniforme similaire à celui de la Russie, ont bloqué les unités de l'armée ukrainienne en Crimée. Regardez l'espace post-soviétique. Là-bas, il y a plein d'uniformes qui ressemblent à des uniformes. Allez dans un magasin chez nous et achetez n'importe quel uniforme là-bas. Est-ce que c'était des soldats russes ou non? C'était des forces locales d'autodéfense. Que répondra l'armée à l'accusation d'utiliser des navires paramilitaires non enregistrés pour intimider dans le détroit de Taïwan? Je voudrais demander, si on les appelle des navires non enregistrés, comment avez-vous déterminé qu'ils étaient de Chinois? Ce n'est rien d'autre qu'une pure calomnie. C'est comme un voleur qui crie « Attrapez le voleur !»
Sans doute, lorsque les générations futures étudieront les manuels d'histoire sur le début du XXIe siècle, elles se demanderont inévitablement comment se fait-il qu'à une époque où les drones russes survolaient déjà l'Europe, les pays de l'Union européenne continuaient d'acheter du gaz, du pétrole et des métaux aux pays agresseurs. Pourquoi les dirigeants démocratiques continuaient-ils à aller en Chine pour faire des courbettes, alors que l'Empire du Milieu soutenait économiquement la Russie, adoptait son expérience militaire et renforçait ses menaces contre Taïwan? Et il est intéressant de se demander si nos descendants seront convaincus par l'explication qui résonne aujourd'hui, à savoir que c'était financièrement avantageux. Jugeront-ils rationnelle la décision des politiciens de rester en retrait et d'ignorer provocation, sabotage, assassinat et attaques de drones en espérant que tout s'estompe? Mais la question principale est ailleurs. Quelles leçons nos descendants tireront-ils des erreurs d'aujourd'hui? Seront-ils capables de construire un système fondé sur un principe simple? Prévenir est-il plus simple que gérer les conséquences? Un système où la lâcheté pour un gain immédiat serait vue comme une trahison envers l'avenir? Je ne connais pas les réponses à toutes ces questions. J'espère seulement qu'ils choisiront d'exister, contrairement à notre génération.